Salut, dans cette vidéo nous allons parler du tracé du déphaseur cathodique. A tout de suite. Alors ce que vous voyez à l'écran ici c'est le schéma, enfin j'ai repris les valeurs du Williamson et de son préamplificateur. Et là le constructeur, enfin Williamson, a fait ça avec une 6SN7 ou équivalent on va dire, avec deux résistances de 22 kΩ pour la résistance anodique et cathodique, avec une liaison directe qui a pour effet, bien sûr, comme on l'a vu, la suppression dans l'épisode précédent d'une constante de temps. Voilà, ici. Alors quand on va tracer ça, on va repartir du réseau de caractéristiques, mais n'oublions pas que ce que l'on trace, c'est cet étage-là, composé à la fois d'une charge anodique et d'une charge cathodique. Donc, il faut garder ça à l'esprit quand on est sur le réseau de caractéristiques. Alors on va prendre le réseau de caractéristiques de la 6SN7 qui est représenté ici. Enfin du moins ça c'est le réseau de caractéristiques de la 6SN7 telle qu'elle est simulée dans LTSpice. C'est pour ça que j'ai pas pris le schéma, comment on va dire, la doc constructeur. Parce qu'il faut quand même que ça corresponde au résultat que l'on va mesurer en simulation. Alors, première chose que l'on va faire, c'est que l'on connaît la tension d'alimentation et on va tracer la droite de charge à partir de la tension d'alimentation qui en l'occurrence est de 330 volts. On l'a ça dans la... Enfin on peut même le déduire de la doc du Williamson. Alors pour ça, si vous voulez, si on regarde ces deux résistances, résistance d'anode plus résistance de cathode à 22 kΩ, ça fait 44 kg. Donc il faut que l'on trace ici, là-dessus, une droite de charge à partir de la tension d'alimentation de 330 volts à 44 kg, parce qu'elle représente à la fois la charge anodique et cathodique. Alors, deuxième sujet que l'on connaît, c'est où situer le point de repos. Alors le point de repos, il peut se balader, comme je l'ai montré ici, n'importe où sur cette droite de charge. Vous n'avez pas intérêt à situer ici ce point de repos parce que la tension qui va apparaître ici, c'est la tension aux bornes des deux résistances cathodiques et anodiques divisées par 2. En conséquence de quoi, irrémédiablement sur un cathodine, l'excursion est divisée par 2 par son équivalent en cathode commune. Alors si vous regardez cette tension qui apparaît ici, en l'occurrence, si on prend les points de repos du Williamson, elle est de l'ordre de 200 volts. Mais attention, ça c'est pas 200 volts sur l'anode ou la cathode. Les 200 volts ils vont se répartir équitablement ici entre cette résistance-là et cette résistance-là. C'est-à-dire qu'ici, il va y avoir 100 volts et là 100 volts. Alors si on revient maintenant à ça, et qu'on est d'accord là-dessus, ici on a bien 200 volts. Et la tension qui va apparaître là, cette tension qui est ici, évidemment, c'est la tension aux bornes de la triode. Alors à cet endroit précis, vous allez croiser la droite de charge, évidemment, vous allez avoir un courant. Puisque là on s'est donné un swing en fait, suffisant. Mais ça va nous donner le point de repos. Il croise la tension de gris, ici, et on voit qu'il est nécessaire d'appliquer, ici, un recul de gris, à cet endroit précis, de 4 volts. Un recul de gris de 4 volts ne signifie pas que la grille doit être à moins 4 volts. Elle doit être, comme toujours, moins 4 volts par rapport à la tension de cathode. Or, la tension de cathode ici, c'est 200 volts divisé par 2, ça fait 100 volts. Il faudra donc que la tension de gris soit à moins 96 volts. À 96 volts, pardon. Alors, le tracé du préampli, c'est un étage en cathode commune classique. À ceci près, c'est qu'il y a une particularité. Si vous regardez ce montage-là, vous vous rendez compte que la tension aux bornes de l'anode de ce tube, entre l'anode et la masse, elle doit être impérativement de 96 volts. Pourquoi? Parce qu'elle doit polariser cet étage ici, dont on sait qu'il y a 100 volts sur la cathode. Il faut qu'on ait un recul de gris de 4,2 volts environ. Il est impératif qu'on obtienne cette valeur-là. Pour obtenir cette valeur-là, eh bien, il va falloir fixer cette tension-là impérativement à 96 volts. Donc ça, c'est quelque chose qui est obligatoire. On sait que de toute façon, on est obligé de passer par là. Alors il y a plusieurs façons de le faire, ce truc-là. Une des façons, c'est par exemple de se fixer un courant à l'intérieur. Par exemple sur une 12AX7, sur une 6SN7, un courant de 4 milli, 4,5 milli est tout à fait raisonnable. On va se fixer un courant. À partir du moment où on a un courant qui circule à l'intérieur, le croisement des deux
ici, c'est le point par lequel doit impérativement passer la droite de charge. Alors la droite de charge, en l'occurrence, et c'est pas hasard, dans ce cas-là, c'est qu'il a tracé ça avec une résistance sur une valeur normalisée de 47 kΩ. Et on se rend compte qu'avec une 47 kΩ, ben on passe exactement ici. Alors si on avait mis une charge anodique un peu différente, on ferait le même tracé, mais dans ces cas-là, il faudrait qu'on fasse varier le courant de telle façon d'avoir ici une tension de 96 volts. Il y a quand même une subtilité là-dedans. Une subtilité qui n'est pas neutre. Si vous regardez ce circuit qui est ici, là, vous avez là une tension entre la masse et la cathode. Et cette tension, elle n'est pas neutre, elle est de l'ordre de 2 volts. Donc, quand vous allez calculer ça, qu'est-ce qui va fixer le courant à l'intérieur ici? C'est la résistance ici de cathode du montage en cathode commune. C'est ce qui fixe classiquement, on a vu ça, je vous renvoie au tracé d'un circuit en cathode commune. Alors en l'occurrence, il faut tenir compte de cette valeur-là parce qu'elle va venir évidemment impacter sur la tension qui est ici. Donc soit vous pouvez y arriver par des approximations successives, ou soit il faudrait tracer en fait une droite de résistance de cathode dans ce sens-là pour qu'elle vienne le croiser. Mais quoi qu'il en soit, un grand nombre de points de repos sur les tubes, en l'occurrence, ont été donnés avec des valeurs et des valeurs de distorsion, ici, en fonction des charges anodiques et des courants. Donc on peut retrouver ça dans la littérature, mais on peut aussi repartir de zéro. Ce qu'il faut savoir, c'est que quand vous allez construire, ou si vous vous livrez à la construction d'un ampli de cette nature, en particulier en reprenant ex nihilo, soit en reprenant les schémas, ben vous allez vous rendre compte que, évidemment, les écarts sont très importants entre le tracé de la droite de charge faite sur des caractéristiques et ce que vous allez avoir au laboratoire, comme on le verra quand je finirai l'ampli, ce qui n'est pas encore tout à fait à l'ordre du jour. Toutefois, ces écarts, le seul moyen d'arriver à les combler, c'est d'avoir la vraie caractéristique du tube, ou après, sur place, de venir légèrement retoucher les points de repos avec des résistances, parce que malheureusement, les tubes, les valeurs des droites de charge, les valeurs des caractéristiques peuvent être sensiblement différentes en fonction du vieillissement du tube, du type du tube, ce qui fait que vous serez peut-être amené à revenir sur les points de repos pour équilibrer ce circuit dont la mise au point n'est pas si difficile, mais va demander d'être un peu touché au labo. Mais ça, quand on ira au labo, on verra comment s'en sortir. C'est plus facile que sur PowerPoint. Alors la conclusion sur ce circuit. Premièrement, c'est un déphaseur simple qui marche à tous les coups dès lors qu'on a des charges identiques. Ça marche à tous les coups. S'il est bien polarisé, c'est un truc qui marche à tous les coups. Et qui vous donne également, qui est parfaitement équilibré. Attention, je reviens, il faut que les charges soient bien équilibrées. C'est-à-dire que ce qui va suivre le déphaseur doit être bien équilibré. Il a peu d'apport en distorsion, comme on l'a vu, sauf à le solliciter dans des régimes de courant gris, de cut-off, pour lesquels il n'est pas prévu. Et de toute façon, les préamplis n'ont pas à travailler au cut-off ou en courant gris. Les bandes passantes et les impédances sont différentes. Ça n'a pas de conséquence si on est bien équilibré de chaque côté. Ça peut en avoir une si vous allez alimenter par exemple des longs câbles ou des choses comme ça, ou si vous avez des charges qui sont dissymétriques. Le gain est unitaire. Ça, c'est un défaut, c'est-à-dire que ça n'apporte aucun gain, évidemment, c'est la conséquence de la contre-réaction de cathode ici, que vous avez au-dessus de moi, pardon. Et également, il y a une très mauvaise réjection des alimentations, ce qui impose de mettre des cellules de filtrage importantes. Et si vous cascadez des cellules de filtrage, comme on l'avait vu dans les épisodes précédents, vous pouvez mettre en risque la stabilité des amplificateurs à très basse fréquence, avec du motor botting en particulier. Ça, c'est inutilisable sur des longs câbles. Vous ne pouvez pas utiliser, on ne peut pas mettre un cathodine pour aller, par exemple, envisager d'alimenter un truc en XLR en symétrisant. Ce n'est pas un circuit qui est prévu, au moins tel qu'il est en l'état décrit ici. Évidemment, il présente une faible excursion par rapport à sa tension d'alimentation, ce qui lui interdit nativement, comme ça, tel qu'il est dessiné, d'attaquer des tubes de puissance qui vont demander des excursions de l'ordre de 60, parfois plus quand on est sur des triodes de puissance. Donc il nécessite à minima d'être suivi d'un driver. C'est pas vrai si vous pilotez des petits tubes comme des EL84 et que vous vous destinez à faire des petits amplis, par exemple pour faire une enceinte Bluetooth ou une radio ou je ne sais quoi, vous pouvez le faire.
Mais si vous voulez faire un amplifie, vous devrez de toute façon le faire suivre d'un driver ou à minima d'un cathode follower. Alors l'optimisation que l'on peut avoir sur ce circuit-là, quelles sont-elles? Il y a plusieurs optimisations possibles. La première optimisation possible, c'est d'éviter autant que faire se peut, alors c'est pas toujours possible, mais d'utiliser des triodes à fort mu et à forte résistance interne. Pourquoi? Parce que le CC83 ou la 12AI7, elles ne vous permettront pas d'avoir ici des tensions suffisamment faibles pour pouvoir faire une liaison directe. C'est possible, mais dans ces cas-là, il faudra utiliser une polarisation par résistance de cathode et introduire une constante de temps. C'est ce que l'on peut faire. J'ai une maquette que je montrerai qui marche comme ça. C'est très difficile de faire une liaison directe. Deuxièmement, abaisser les charges anodiques et cathodiques. Pourquoi? Parce que quand on abaisse les charges anodiques et cathodiques sur un circuit, on élargit sa bande passante et ça revient à discuter de l'effet Miller. On a toujours intérêt à ce que les impédances de sortie soient les plus faibles possibles pour en élargir les bandes passantes du fait de l'effet Miller de l'étage qui va suivre. Et ça, c'est possible qu'avec un certain nombre de triodes. Par exemple, vous ne pouvez pas facilement charger une CC83 avec des 22K ou des 15K sur les charges anodiques et cathodiques. Ça ne s'y prête pas facilement. Privilégiez bien sûr les liaisons directes, ça retire une constante de temps. Et enfin, il fait impérativement faire suivre cet étage par un driver ou un cathode follower. Et revers de la médaille, il faut que cet étage ici soit impérativement un étage à faible distorsion. Ça, c'est la rançon de la simplicité de cet étage. Il faut impérativement que le préampli soit un préampli avec une distorsion minimum. Alors, à la grande époque, dans les périodes d'or du tube, on utilisait un certain nombre de circuits. On peut utiliser du mu-follower, on peut utiliser un certain nombre de circuits qui permettent de réduire la distorsion à tube. Et aujourd'hui, on peut le faire avec des générateurs de courant. Et bien sûr, on a impérativement dans l'optimisation le soin des découplages d'alimentation. Alors aujourd'hui, on a vu le déphaseur et on comprend pourquoi il est nécessaire d'avoir ici un driver pour attaquer cet étage de puissance. Alors ce driver qui est ici sur le Williamson n'est pas du tout un cathodine ni un amplificateur à cathode commune. Il a une résistance commune de cathode sur deux étages, ce qui l'apparente à un amplificateur différentiel. Alors, c'est même un amplificateur différentiel, très exactement d'ailleurs, même si ses performances sont modestes. Alors, ce circuit-là est moins trivial et moins simple à exposer, à expliquer que ne l'est le cathodine. D'abord, il est moins intuitif. Et il est encore moins intuitif quand il est utilisé en déphaseur de Schmitt. Alors ça, ce que je vais faire, je préparerai, parce que je n'ai pas encore préparé ça, je vais préparer les transparents, mais ça, par contre, à la différence de cet écran vert qui est derrière moi, je travaillerai sur ce truc-là au tableau. Prochaine vidéo, ça sera probablement le transformateur à réponse en fréquence, qui aura donc lieu normalement dans une semaine ou 10 jours en fonction de mes déplacements. Allez, salut et à bientôt sur les ondes.